Bonjour Romain Reda. Bonjour. Vous êtes député de l'Essonne. À 22 ans, vous aviez été élu maire de Juvisy-sur-Orge. Vous avez quitté récemment les Républicains pour le mouvement de Valérie Pécresse, Libre. Un an de gilets jaunes aujourd'hui, que leur dites-vous? Je leur dis qu'ils ont profondément transformé la vision de la société française, la vision du gouvernement, la vision aussi de leurs représentants. Parce que depuis 2 ans et demi, on était un certain nombre déjà sur les bancs de l'opposition à alerter le président de la République, à alerter le gouvernement sur cette gronde sociale. Mais une gronde qui vient de loin, certes, mais qui aurait pu, à mon avis, être prise à bras-le-corps dès 2017. Elle peut repartir? Ce qu'a montré cette crise des Gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs de la société, les actifs, et parmi eux les fonctionnaires et les salariés du privé, mais aussi les retraités ou les étudiants, on l'a vu récemment, tout le monde aujourd'hui a un mal-être, a un malaise. Et c'est lié à une question plus profonde que des questions personnelles, c'est lié à une forte interrogation sur l'avenir du pays, sur l'avenir de la France et sur l'espoir. Ce mal-être, vous leur dites, allez-y, retournez sur les ronds-points, exprimez-vous à nouveau, ou il y a d'autres formes de contestation? On voit bien que les Français, dans leur majorité, ont trouvé que les revendications, en tout cas initiales, des Gilets jaunes, pouvaient être partagées. Évidemment, en France, on croule sous le poids des impôts et des taxes. Évidemment, en France, il y a une dépense publique qui est mal employée, et je ne dirais pas qu'il y en a trop, je dirais qu'elle est mal employée. Et je leur dis, aujourd'hui, trouvons des solutions. Nous n'avons pas aimé les mouvements de violence, nous n'avons pas aimé les dérives qu'ont engendré ce mouvement et qui ont trahi d'ailleurs la promesse initiale de ceux qui voulaient se réunir pour dire leur ras-le-bol de ne pas pouvoir vivre correctement. Alors je dis aux Français, et notamment à celles et ceux qui seraient tentés par des nouvelles manifestations, oui, dites haut et fort ce que vous avez sur le cœur, mais de grâce ne rentrons pas dans une nouvelle année de violence. Voilà. Le gouvernement, il tente par tous les moyens de désamorcer la grogne qui s'exprime. Édouard Philippe a dit hier qu'on pouvait se donner du temps pour les retraites, il a raison? Non, je crois que notre pays ne peut plus attendre. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je comprends la difficulté de mener la réforme des retraites. Mais la réforme des retraites, elle est étroitement liée à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur nos vies. Et que l'on soit retraité ou qu'on soit jeune actif ou qu'on soit étudiant, on sait aujourd'hui que la France ne peut pas vivre à crédit. Donc cette réforme, il faut la faire tout de suite. Si vous voulez, c'est le miroir aux alouettes du moment, des taux d'intérêt bas, une tendance à l'endettement du pays, un fort endettement, et puis un déficit public qui continue de s'accroître. Tout cela nous emmène dans le mur et surtout nous emmène à l'effondrement de notre protection sociale. Donc la réforme des retraites, elle est nécessaire, elle est urgente, elle doit se faire dans la concertation, le dialogue et dans l'apaisement. Mais je pense que chaque Français aujourd'hui, en toute responsabilité, est capable de se dire « Oui, je veux que mes enfants vivent aussi bien que la génération d'avant et des années de cotisation raisonnables et une pension de retraite qui soit à la hauteur du travail fourni. » Les étudiants, vous en parliez, les organisations d'extrême gauche tentent de les mobiliser sur les questions de la précarité, avec des violences. On les a vues avec François Hollande, par exemple, interdit de parole à Lille récemment. Comment jugez-vous ces actes? Moi, je m'insurge contre ceux qui veulent à nouveau faire entrer la violence dans le monde de l'éducation et en particulier dans nos universités. On a tous été bouleversés par cet étudiant lyonnais, Anas, qui a tenté de s'immoler par le feu. On est évidemment tous choqués par les conditions de précarité d'un certain nombre d'étudiants dans notre pays. Je crois que c'est lié à 2 choses. C'est lié aujourd'hui à une autonomie des jeunes et des étudiants qu'il va falloir renforcer, parce qu'aujourd'hui on sait bien qu'un certain nombre d'étudiants n'ont pas les moyens de démarrer dans la vie et de faire correctement leur période d'études. Et puis, d'autre part, encore une fois, de retrouver l'espoir. Et je sais bien qu'un certain nombre de groupuscules anarchistes, ultra-gauche, essayent de déstabiliser. Mais ils ne déstabilisent pas. Donc, il y a une instrumentalisation de cette précarité à des fins beaucoup plus... La déstabilisation politique et anarchiste d'un certain nombre de mouvements qui ont du mal à revenir en grâce depuis quelques années dans les universités. Elle dessert la cause des étudiants et elle dessert celles et ceux qui veulent travailler, qui veulent s'en sortir et qui veulent mener une vie étudiante et une vie professionnelle digne et qui essayent par tous les moyens de combattre cette précarité. Les listes communautaires, vous ne voulez pas les interdire, vous dites qu'il faut leur faire signer une charte de la laïcité, charte qui serait signée par tous les candidats. Mais c'est déjà la loi, non? Alors plus exactement, je serais ravi qu'on puisse interdire
les listes communautaristes aux élections municipales. Seulement aujourd'hui, on sait bien qu'on doit passer par un certain nombre d'outils juridiques qui en plus doivent être stabilisés et qui ne seront pas prêts pour les élections municipales de mars 2020 qui sont dans 3 mois et demi. Donc vous dites en attendant, charte de la laïcité. Mais je dis démasquons dans un premier temps les candidats qui ne voudraient pas s'engager sur les principes fondamentaux de la République. Alors il y a évidemment la loi, mais il y a aussi les discours, il y a aussi les méthodes que l'on peut employer dans une élection municipale. Moi je propose une charte sur 3 piliers. Un pilier électoral, les candidats s'engagent à ne pas faire figurer de signes ostentatoires religieux sur leur propagande électorale, leurs affiches, leurs bulletins de vote. Un pilier municipal, ils s'engagent s'ils sont élus à faire voter par le conseil municipal une charte de la laïcité des services publics, et puis une charte des citoyens, c'est-à-dire que la ville est en contact avec des associations, des entreprises qui travaillent pour elle et pour les citoyens. Il faut que ces partenaires s'engagent aussi sur les principes fondamentaux. Vous employez le mot démasquer. Vous doutez qu'un mouvement comme par exemple l'Union des démocrates musulmans français signe cette charte dont vous parlez? On l'a vu aux élections européennes, on le voit aujourd'hui dans certains discours de ce parti politique qui prétend revendiquer un mouvement religieux plus qu'une vision de la politique de la société. Et moi, quand je dis démasquer, effectivement, voyons qui s'engage, qui signe à la fin de cette charte, qui est plus symbolique que juridique, mais qui permettra au moins aux citoyens de se faire une idée. Est-ce que les candidates et les candidats pour lesquels ils s'apprêtent à voter s'engagent bien haut et fort, formellement, à défendre les principes de la laïcité et de la neutralité religieuse dans l'exercice d'un mandat municipal. Ce front laïque et républicain que vous souhaitez contre les listes communautaires, il va se former? On sait aujourd'hui que dans un certain nombre de villes, de grandes villes d'ailleurs, je pense à l'Île-de-France, à la ville de Goussainville, où il y a un candidat ouvertement communautariste, qui ne dit pas avoir des Français et des Européens sur la liste, qui dit, je cite, avoir des Turcs, des Noirs, des Arabes et des Blancs français sur sa liste. Aujourd'hui, on est dans une dérive qui est explicite. Et je crois que face à ça, il faut que tous les républicains s'unissent. Si on voit qu'il y a un risque d'élection, on sait bien malheureusement que dans un certain nombre de quartiers, ces gens-là ont été très présents, ont parfois remplacé un État défaillant. Et il faut à tout prix montrer aux citoyens que c'est une impasse et que ce n'est pas la vision de la République que nous voulons. La violence, elle couve en banlieue. On a vu l'épisode de Chanteloup-les-Vignes, il y en a eu d'autres. Nous sommes un certain nombre depuis plusieurs années déjà, mais depuis 2 ans en particulier, notamment avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, à dénoncer ce qui pourrait être une nouvelle crise des banlieues. Il y a un épuisement généralisé dans les banlieues. Et pour revenir au mouvement social, tout cela est très lié. Un épuisement des policiers et des gendarmes qui n'ont plus les moyens de faire leur travail correctement, qui ne sont pas respectés. Un épuisement de la justice qui croule sous les affaires, en particulier dans les quartiers les plus criminogènes et qui donc est obligé d'expédier des affaires courantes et parfois ce qu'on appelle de la petite délinquance, mais qui en fait, si on n'y répond pas fermement, se transforme ensuite en une délinquance plus structurelle. Et puis il y a les sujets socio-économiques, le chômage endémique de ces quartiers. On les a peu entendus pendant la crise des Gilets jaunes, ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas. Il y a une puissante économie parallèle dans ces quartiers. Il y a parfois l'État qui a été totalement remplacé par de nouvelles structures de solidarité. On parlait du communautarisme à l'instant, et je crois que si on ne s'attaque pas à ce sujet, à la fois avec fermeté, mais en même temps avec l'ambition de sortir les habitants qui en ont besoin de la précarité, eh bien, on aura demain une nouvelle insurrection des banlieues. C'est l'ambition de Valérie Pécresse, vous dites, de s'attaquer à ces questions. Vous l'avez rejointe assez récemment, en tout cas à son mouvement. Quelle place a-t-elle entre Xavier Bertrand et François Baroin ? Bon, alors d'abord, j'ai choisi effectivement de m'engager à fond pour le mouvement de Valérie Pécresse, libre. Valérie Pécresse, je la connais depuis 10 ans, j'ai commencé, j'avais 18 ans, et notamment à ses côtés lors de sa première campagne aux élections régionales. Aujourd'hui, la droite, elle a une responsabilité historique, c'est de proposer un projet alternatif. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut se substituer à Emmanuel Macron en pariant sur son échec. Je ne suis pas non plus de ceux qui pensent qu'il faut fusionner avec l'extrême droite en ayant finalement le fatalisme de penser. À l'intérieur de la famille de la droite, si elle existe encore. Je vais vous dire, les Républicains aujourd'hui, c'est une partie de la droite et c'est un parti qui contribuera évidemment par son histoire et par aujourd'hui ses élus à la reconstruction de la droite. Mais Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, qui ont fait le choix de construire et de proposer des idées en dehors des Républicains, auront demain, je l'espère, toute leur place. François Baroin, il est revenu au sein de la famille. Dans un rassemblement à droite. Donc moi, si vous voulez, aujourd'hui, on n'est pas dans le combat des personnes, on est dans le combat des idées et de qui est le mieux placé pour proposer un projet alternatif à Emmanuel Macron. Éric Ciotti, par exemple, dit dès à présent qu'il souhaite que François Baroin se présente en 2022. Vous dites la même chose pour Valérie Pécresse ?
D'abord, c'est trop tôt de se dire qu'on sera candidat, mais quel que soit le candidat de la droite en 2022. Et tous les scénarios écrits d'avance, et d'ailleurs le scénario que certains essayent d'écrire à nouveau entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont voués à l'échec. Donc moi, je ne suis pas dans le scénario écrit d'avance. Si j'ai rejoint Valérie Pécresse, c'est parce que je pense effectivement qu'elle peut porter la voix d'une droite moderne, qui pourra rassembler les électeurs de droite qui aujourd'hui votent par fatalité, soit pour Emmanuel Macron, soit malheureusement pour Madame Le Pen. Et je crois que tous ces électeurs-là doivent retrouver l'espoir. Et puis, pour retrouver l'espoir, ils doivent retrouver la droite. Et la droite doit se retrouver elle-même, remarcher sur son pilier libéral, sur son pilier plus conservateur, et être moderne à l'écoute des besoins actuels de la société française. Première étape. Les municipales 2022, ça sera pour plus tard. Merci Robin Reda. Merci à vous.